Je m'appelle Daniel, j'ai 39 ans, j'ai monté une société qui s'appelle Atypique Consuite et je fais deux missions principales, à savoir la première où je suis formateur en marketing au sens large, mais spécialisé dans tout ce qui est expérience client et parcours client. Et je suis également conseiller, consultant en optimisation de la performance commerciale. Alors aujourd'hui, on va parler du bio. Est-ce que tu dirais que le label bio aujourd'hui est suffisant pour vendre ses produits? Alors pour répondre de manière assez binaire à la question, non, c'est pas suffisant, mais c'est néanmoins indispensable. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine confusion autour du bio, une certaine complexité autour du bio. Je pense qu'il y a beaucoup de labels qui existent et qu'en tant que consommateur, on n'y voit pas tellement clair. L'idée au niveau du bio est plus de vulgariser l'information et de simplifier l'information, en fait, de faire ce que c'était au départ, c'est-à-dire quelque chose de simple et facile à comprendre, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je pense que le label bio est encore une marque, mais qui ne fait plus vendre à elle toute seule. Donc, elle doit faire partie d'un ensemble des choses plus large que ça. C'est-à-dire que dans la consommation d'aujourd'hui, on consomme plus uniquement de manière rationnelle, voire plus du tout de manière rationnelle, mais de manière complètement irrationnelle. Je te prends un exemple. Devant un étal de fruits, la première chose qu'on regarde, c'est ni le prix, ni la provenance, ni le label bio, mais la forme, la couleur et est-ce qu'il est abîmé ou pas abîmé. Ce qui sont des choses complètement irrationnelles et complètement émotionnelles. Et donc, l'idée, c'est vraiment de dire, en fait, le label bio doit s'englober dans quelque chose de beaucoup plus large. Il faut créer un lien affectif avec le consommateur aujourd'hui. Et je pense que le label bio est indispensable parce qu'il fait partie de la base, en fait, de ce qu'on recherche quand on consomme bio de manière générale. Si on veut théoriser ça en 2 minutes, il y a ce qu'on appelle la pyramide classique de consommation en marketing. Le niveau de base, si tu veux, c'est la satisfaction du besoin. Fruit ou un légume, il va remplir le besoin de manger, tout simplement. D'accord. Le deuxième niveau, c'est tout ce qui est lié justement à tout ce qui est rationnel autour du produit ou du service. Si on prend toujours l'exemple d'un légume, c'est son goût, c'est sa forme, c'est effectivement la provenance et le label. Et deux, on va rentrer au deuxième niveau de la plupart. Et le troisième niveau, ce qu'on appelle le plaisir des émotions. Et ça, c'est la manière dont on consomme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va, nous, d'abord, commencer par consommer avec le plaisir des émotions, quelque chose de complètement irrationnel. Mais comme toute pyramide, si on n'a pas la base et si on n'a pas le deuxième étage, ça ne tient pas. Donc, il faut que tout soit englobé dans un certain ensemble assez logique. Et donc, pour revenir à la question de base, le label bio tout seul, non. Mais par contre, c'est indispensable que ce soit dans un ensemble et que ce soit pris de manière générale dans une histoire qu'on va raconter autour du produit, du fruit et légumes en l'occurrence, par exemple. Ok. Est-ce que tu peux peut-être plus parler de comment est-ce qu'on fait pour tisser ce lien émotionnel, notamment quand on a des chaînes d'approvisionnement assez longues avec parfois 2, 3, 4 intermédiaires? Tout à fait. C'est une très bonne question. C'est souvent une question qui revient d'ailleurs de dire mais j'ai pas de contact direct avec le consommateur, donc comment je fais pour lui raconter mon histoire? Alors il y a effectivement plusieurs éléments qui peuvent sauter aux yeux. Le premier, c'est les réseaux sociaux. Je pense que c'est un outil qui est formidable quand il est bien utilisé. Il y a souvent beaucoup de déviance et il est souvent mal utilisé, mais bien utilisé, c'est vraiment un très chouette outil pour raconter une histoire, partager ses valeurs, ses émotions, son pourquoi avec son consommateur et donc essayer de tisser le lien justement entre le producteur et le consommateur. Il y a aussi un autre moyen auquel on pense peu, mais qui pourtant est sous nos yeux, c'est le packaging simplement. Si vous avez un morceau de viande, il arrive généralement pas non emballé dans un magasin, par exemple, et donc il va passer par plusieurs intermédiaires. Mais si on peut, par exemple, mettre une étiquette avec le visage du producteur, avec le nom de la ferme, l'endroit où il est produit, avec un QR code qui permet de renvoyer au site internet pour raconter une histoire ou ce genre de choses, c'est tous des petits éléments qui vont permettre de maintenir ce... Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une espèce, on parle en marketing, d'omnicanalité, c'est-à-dire le consommateur au centre et toute une série d'outils autour de lui avec des liens. Parce que c'est la différence entre l'omnicanalité et la multicanalité. Multicanalité, on va utiliser plusieurs canaux, mais il n'y a pas de lien entre. Et omnicanalité, on va utiliser plusieurs canaux et on va mettre tous des liens contre. C'est-à-dire qu'un QR code sur le packaging va renvoyer sur un site internet, qui lui-même va renvoyer sur une page aux réseaux sociaux, qui elle-même va renvoyer en Magata. Et on va créer vraiment une interaction faite en chemin, un parcours, ce qu'on appelle le parcours client. Et on va créer un parcours pour que le consommateur puisse facilement le suivre. On sait que le bio a plusieurs bénéfices, que ce soit au niveau de la santé, de l'environnement. Est-ce que toi, tu dirais qu'il faut privilégier plutôt un aspect plutôt qu'un autre? Ou alors essayer de communiquer, comme tu dis, de manière... Plutôt, effectivement, sur plusieurs aspects. Je pense qu'un aspect isolé, c'est vraiment l'idée de dire on va se concentrer sur un seul argument, le label bio. De nouveau, c'est indispensable, mais ça ne suffit.
Je pense qu'il faut vraiment essayer de voir ça dans son ensemble. En fait, il faut raconter une histoire. Quand on raconte une histoire, il y a toujours plusieurs éléments d'histoire. Je pense qu'il faut garder l'ensemble des éléments, jouer sur cette omnicanalité, mais ne pas oublier les liens entre. Pas oublier non plus une chose, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs, on entend souvent parler du terme consomme-acteur, parce qu'on est acteur de notre consommation. C'est ça que ça veut dire. Sauf qu'on reste quand même des acteurs de notre consommation, mais fainéants. C'est-à-dire qu'il faut qu'on nous montre là où on doit aller, et donc il faut qu'on nous donne le lien entre les différentes plateformes ou outils à utiliser pour qu'on puisse y aller. Sinon, on va rarement y aller de nous-mêmes. Ça n'est qu'une minorité qui va vraiment y aller d'elle-même. Il faut vraiment nous donner le chemin à suivre pour qu'on puisse le suivre. Ok. Et alors, peut-être un peu plus concrètement, donc moi, imaginons, je suis producteur bio, je souhaite vendre mes produits en grande surface. Aujourd'hui, on sait que la part de produits bio dans ces canaux de distribution-là est assez faible. Comment est-ce que toi, tu t'y prendrais, par exemple? Alors, déjà, je jouerai sur le packaging, comme je l'ai dit. Ouais. On va essayer d'humaniser le packaging et pas une simple étiquette. Vraiment mettre une photo, ça parle. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros phénomène en marketing, ça s'appelle le phénomène d'identification. Il faut qu'on puisse s'identifier à la personne qu'on voit, au producteur en lui-même. L'idée, c'est vraiment d'aller s'identifier à ce que le producteur croit. Et nous, on a besoin de croire en ce que le producteur croit. Très clairement, l'image du bio à la grande surface, on sait trop ce qui est bio, pas bio, et tout s'appelle un peu bio pour le moment en grande surface. Et donc, on n'y voit pas clair. Le but, c'est d'essayer d'amener un peu de clarté, de transparence là-dedans. Donc, je pense qu'il y a moyen de jouer sur le packaging, effectivement, pour le rendre un peu plus humain et émotionnel, on va dire ça comme ça. Par exemple, avec la photo. Le QR code, par exemple, fonctionne très très bien aussi. Je pense qu'il y a une grosse charte derrière le bio dont nous, en tant que consommateurs, on n'est absolument pas au courant. Le but n'est pas d'aller justifier, mais on peut mettre l'information disponible auprès du consommateur et c'est lui qui va choisir si cette information va lui servir ou pas. Mais il faut qu'on puisse la mettre en avant et qu'on puisse la rendre disponible. Attention, il ne faut pas la rendre non plus disponible de manière compliquée. On parlait de vulgarisation et de simplification, de resimplification du message bio. Je pense qu'à un moment, il faut simplifier les choses. Le bio, c'est bon pour telle et telle raison. Pas pour basculer dans la justification, ça c'est le consommateur qui fera son choix. Mais clairement, on peut jouer sur le packaging et clairement, on peut jouer aussi sur l'aspect réseaux sociaux pour maintenir ce lien, comme on le disait, affectif avec le consommateur. Le but, c'est de ne pas perdre le lien du tout, en fait. Et alors, tu me parlais de l'exemple de ton papa qui récemment s'est mis à consommer bio. Est-ce que tu peux nous réexpliquer Tout à fait. Donc, ce qui a déclenché ça chez lui? Mon père, qui a 65 ans, s'est mis du jour au lendemain à consommer bio. Je l'ai appris il y a 2 semaines, très exactement, lors de la fête des pères, où il m'a expliqué qu'en fait, aujourd'hui, il consommait bio chez lui à la maison. Il faut savoir que mon père est quelqu'un qui a très mal consommé et toute sa vie. C'est-à-dire qu'il a mangé beaucoup de plats préparés, de choses comme ça, qui n'étaient pas ni nutritives, ni même bonnes en termes de goût. Comme beaucoup de Belges. Voilà. Et du jour au lendemain, il s'est mis à manger bio. Alors, du jour au lendemain, c'était un peu plus long que ça. Et ça a été un processus un peu plus important. En fait, il a été influencé par sa compagne qui, elle, consomme bio et qui, elle, est vraiment ancrée par le bio. Elle vit le bio réellement. Et elle est convaincue par ça. Et petit à petit, en fait, elle l'a fait goûter. Elle lui a expliqué certaines choses. Elle lui a montré certaines choses. Et ça, c'est une grosse force aussi, c'est que lui, il a pu s'identifier à ça. Et puis, il a pu comprendre lui-même, il est devenu consommateur, et il a compris lui-même quel était son intérêt pour lui. On n'a pas essayé de lui expliquer l'intérêt que ça avait pour lui. C'est lui qui a trouvé la raison tout seul. On lui a juste donné les informations, on l'a influencé d'une certaine manière, mais de manière la plus objective possible. Et c'est un gros outil aussi que, de manière générale, les producteurs ou le secteur bio peut utiliser aussi, c'est ce phénomène d'identification grâce à des témoignages de consommateurs déjà actuels. Ça fonctionne super bien. Quelqu'un qui va raconter son histoire, qui va expliquer, comme mon père par exemple, pourquoi à 65 ans du jour au lendemain, il s'est mis à manger bio. Ça va beaucoup plus parler à n'importe qui parce qu'on va pouvoir s'identifier beaucoup plus facilement en fait à cette personne-là. En se disant, oh, ben voilà, cette personne-là mange bio alors que pendant 65 ans, elle a très mal mangé. Et ça peut être valable pour tous les âges. Et l'idée, c'est vraiment d'aller humaniser aussi les personnes. Pas prendre des commentaires généraux, mais vraiment des vraies histoires. Je prends un exemple. Michel, 30 ans, infirmier, je mange bio, voici mon histoire. Sylvie, 21 ans, je suis étudiante, je mange bio, voici mon histoire. Philippe, mon père, 65 ans, je mange bio, voici mon histoire. Pour que vraiment les différentes cibles puissent s'identifier assez facilement à certains profils
et qu'on puisse se retrouver dans cette histoire-là et peut-être se dire, ah ben tiens, si moi j'essayais aussi, pourquoi pas. L'idée, c'est vraiment de faire passer tous les aspects rationnels au second plan. On en parlera peut-être, mais le prix est un aspect très rationnel et le but, c'est vraiment d'essayer de le faire passer au second plan pour qu'il devienne complètement accessoire, voire inexistant, en tout cas qu'il ne rentre pas dans le processus de décision. Ok. Donc moi, par exemple, je suis producteur, je pourrais aller chercher différentes catégories d'âge dans mes clients et essayer de justement valoriser leurs témoignages auprès de... Exactement, avoir un regard sur sa clientèle d'abord, la segmenter, essayer d'identifier différentes cibles potentielles et dans chacun de ces segments, dans chacune de ces cibles, prendre une ou plusieurs personnes qui puissent venir témoigner à leur manière en racontant une petite histoire et par exemple créer une petite série, petite série de petites capsules vidéo, de multiples podcasts en vidéo ou même en audio, peu importe, à diffuser sur les réseaux sociaux pour justement que les futurs consommateurs puissent, ou n'importe quel consommateur puisse s'identifier à tel ou tel profil. Et c'est important d'avoir cette variété de profils parce que très clairement, on va plus s'identifier à quelqu'un de son âge ou qui a plus sensiblement le même parcours que quelqu'un où c'est complètement voilà, autre chose. Si je reprends l'exemple de Sylvie, 21 ans, elle va avoir peut-être plus de mal à s'identifier à Philippe, 65 ans, que à Séverine, 22 ans, par exemple. C'est sûr. Et alors, tu l'as rapidement évoqué, c'est vrai que le bio peut souffrir de son image de cherté, au même titre que le local, justement. Et comment lutter contre cette image? Tu l'as un peu abordé, mais... Alors, la question, c'est est-ce qu'il faut vraiment lutter contre cette image? C'est surtout ça. Moi, personnellement, je pense pas qu'il faut lutter contre l'image. Je pense qu'à un moment, il faut assumer simplement le fait que oui, le bio est cher. Maintenant, il faut une des pistes, en tout cas pour lutter, si on veut dire lutter, mais une des pistes, c'est pas de basculer dans la justification et de dire c'est cher parce que surtout pas. Mais plutôt dans la transparence. C'est-à-dire, voilà, pour mon exemple, je dis n'importe quoi, une courgette qui coûte 1,29€ versus une courgette qui coûte 99 centimes. Eh bien, 1,29€, on a 9 cents qui vont là, 20 cents qui vont là, 50 cents qui vont là, 10 cents, 15 cents, 20 cents, et ça fait 1,29€. Pas pour dire ça justifie le prix, mais pour dire l'information est là. Faites-en ce que vous voulez. Ça, c'est une première piste, et je pense que la deuxième piste, c'est, comme je disais, de faire basculer le prix et les éléments rationnels au second plan. En racontant une histoire, en créant ce lien émotionnel dont on parle depuis le début. Ça fonctionne. Si ça ne fonctionnait pas, il n'y aurait pas d'abonnement dans les salles de sport. Nespresso ne vendrait pas de café non plus, pour prendre un exemple qui n'a rien à voir. Si on ramène ça sur des éléments purement rationnels, je peux le dire, j'ai fait l'exercice en formation récemment, le prix au kilo du café chez Nespresso, c'est 112€ le kilo, si vous le ramenez au prix du kilo. Personne ne met 112€ pour un kilo de café, ça n'existe pas. Sauf que là, les gens le font réellement, mais ils ne l'achètent pas au kilo, ils l'achètent par dosette. Le café est vendu dans des boutiques dites de luxe ou premium. Le café est vendu par des personnes en costume cravate. Et en fait, elle vous fait vivre une expérience autour de votre achat. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que aujourd'hui, c'est ça qui est demandé. C'est de vivre une expérience en même temps qu'on achète. On veut se sentir imprégné, on veut vivre l'expérience du bio. On ne veut pas juste consommer bio, acheter bio, on veut vivre l'expérience du bio. Et pour qu'on puisse la vivre, il faut qu'on nous explique ce que c'est. Et puis, il faut qu'on nous donne la possibilité de la vivre ensuite. S'il n'y a pas ces deux éléments-là, forcément, ça ne marche. Ok, c'est hyper intéressant. Et donc, tu as parlé pas mal des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres canaux, selon toi, qui seraient utiles de privilégier? Je pense à la communication directement dans les points de vente, par exemple. Bien sûr. La communication sur place directement dans les points de vente. Alors, de nouveau, ça va dépendre quel est le point de vente. Est-ce qu'on parle du point de vente chez le producteur à la ferme, par exemple? Est-ce qu'on parle du point de vente dans le magasin, retail, spécialisé ou non spécialisé? Ça peut être les deux. Dans tous les cas de figure, je pense que effectivement, c'est intéressant de privilégier en fait l'entièreté des canaux, dont ces canaux-là aussi. Réseaux sociaux, on en a parlé. Informations disponibles sur les sites web, il y a un QR code, on en a parlé. Packaging, on en a parlé aussi. Mais aussi le contact avec le client directement au travers. Alors, si c'est à la ferme, par exemple, organiser des dégustations, des ateliers aussi, par exemple, des ateliers parents-enfants pour venir découvrir ce qu'est le bio. De nouveau, vivre cette expérience du bio. C'est quoi le bio? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Et essayer de... le but n'est pas d'aller chercher des consommateurs et de dire « Venez, on va vous endoctriner au bio ». Absolument pas. Le but est de dire « Venez, on va vous proposer de vivre une expérience bio et vous en faites ce que vous voulez tout de suite ». L'idée de travailler entre guillemets avec des enfants ou en famille, c'est un concept qui fonctionne hyper bien, qui est génial pour toute la famille et qui, de manière générale, permet de recruter des consommateurs assez tôt pour qu'après,
le message puisse se diffuser. Le bouche-à-oreille reste la meilleure publicité du monde, mais la frontière entre bouche-à-oreille positif et négatif est quand même très très fine, donc il faut faire aussi attention à ce qu'on dit et ce qu'on fait. Si on parle plus maintenant de magasins spécialisés ou non spécialisés, très clairement le fait de goûter, le fait de montrer aussi des photos du réel, des photos du producteur dans son champ ou son atelier ou peu importe, ou avec ses animaux. Je pense que ça, c'est quelque chose qui, de nouveau, l'idée, c'est de favoriser cet aspect d'identification. Il faut pas avoir peur de montrer, il faut pas avoir peur d'effet à beauté, il faut pas avoir peur non plus de changer les infographies, comme pour discuter du prix là tout à l'heure, d'aller expliquer, voilà, simplement le prix, ça va là, ça va là, ça va là. Vous faites ce que vous voulez, l'information, elle est comme ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller utiliser la plupart des canaux qu'on a à notre disposition et d'être présent partout. Et qu'il y ait un lien entre tout ça, qu'il y ait une certaine logique entre tout ça, un fil rouge entre tout ça aussi. Ok. Mais peut-être juste pour terminer, alors pour toi, si tu avais un conseil à prodiguer à un producteur qui souhaite mieux mettre en avant ses produits bio, lequel ce serait? Raconter une histoire. Définitivement. Je pense que c'est raconter une histoire et même en fait son histoire. Je pense que le conseil est valable pour tous les producteurs. On parle souvent en marketing de l'idée du pourquoi, de son why, de son pourquoi intérieur, parce que les consommateurs on a besoin, nous en tant que consommateurs, de comprendre le pourquoi, pour qu'on puisse s'identifier, pour qu'on puisse croire en ce que le producteur croit. Racontez votre histoire. Expliquez-nous pourquoi est-ce que vous avez choisi de produire bio, est-ce que vous ne produisiez pas bio avant, vous avez changé, qu'est-ce qui a fait que vous avez changé? Racontez-nous votre histoire. Les témoignages clients, etc., ça va nous aider aussi, ça va renforcer notre identification. Mais au départ, on a besoin de savoir l'origine. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? Comment est-ce que vous êtes devenu producteur bio? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler bio? C'est ça qui est intéressant. C'est pas tant le label, la composition du prix ou autre. De nouveau, ce sont des éléments qui sont importants, comme je l'ai dit. Mais à la base de base, si j'ai un conseil universel, c'est racontez-nous votre histoire. On a besoin de connaître votre histoire pour qu'on puisse croire en ce que vous croyez. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Avec plaisir.